Mes Potterheads, me voici de retour. Donc de retour, bon ça fait qu'une semaine, je suis pas là, hein. Mais en tout cas vous avez eu le temps de regarder les derniers épisodes, hein. Donc on est au milieu de l'aventure. Qui dit milieu de l'aventure sur 8 films, ou 7 livres du coup, dit Harry Potter et la coupe de feu. Sur le livre uniquement aujourd'hui, je vais faire quelques petites allusions au film parce que en soi, là j'essaie de parler d'Harry Potter de façon la plus ouverte possible, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vu les films, ce qui est bizarre, mais qui ont lu uniquement les livres vont se retrouver, ceux qui ont vu les films mais pas lu les livres vont pouvoir se retrouver, ceux qui ont fait les jeux vidéo, ni vu les films, ni lu les livres, ça vous êtes, vous êtes les plus bizarres, mais c'est possible, j'en suis sûr que c'est possible. Aussi, bah du coup il reste une catégorie, donc c'est ceux qui ont joué au jeu, qui ont vu les films mais qui n'ont pas lu les livres. Bon, ça en soi, c'est des plus probables. Donc bon, aujourd'hui on va s'attarder sur cette aventure qui a permis un très grand film d'action qui représente vraiment un très bon genre de cinéma. Et bon, comme je vous ai dit précédemment, on va s'attarder sur les livres. On va faire par étapes. Harry Potter a 14 ans et entre en 4e année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée. La tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de la sorcellerie. Déjà, les délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit trop vite. Il va se trouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il n'ait jamais eu à affronter. Le livre va démarrer avec Harry chez les Dursley. Comme d'habitude, il va se passer plein de trucs que le film du coup n'a pas pu adapter. Par exemple, le fait que les Weasley appellent sur le téléphone des Dursley, c'est énorme. Ils hurlent parce que en soi, ils ne comprennent pas vraiment la fonctionnalité de comment ça marche un téléphone, de comment ça se déroule, à quel moment on les entend, à quel moment on les entend pas. Ils n'ont aucune approche par rapport à ça, il n'y a que Weasley père du coup, Arthur, qui lui en a des certaines, mais encore lui il est pas très doué avec tout ça. Même quand ils arrivent, ils parlent de l'électricité et trop, c'est... Ça marche à l'électricité, n'est-ce pas? Dit-il d'un ton d'expert. Ah oui, je vois les prises. Je fais moi-même collection de prises. Ils arrivent par la cheminée, ils déboîtent la cheminée parce qu'ils ont pris la poudre de cheminette et la cheminée des Dursley, elle est clôturée. Et ils arrivent, ils sont tous bloqués dans la cheminée. Du coup, ils vont lâcher un sortilège d'explosion, bam, tout explose. Bon, après, bien sûr, il y a un petit sortilège de réparo, mais du coup, les Dursley, ils vont être sous choc. Parce que là, c'est vraiment une des premières fois à proprement parler. Bien sûr, il y a dans le 3, ils ont vu de la magie, hein. Là, c'est vraiment une fois où ils vont être contraints à des gens qui viennent du monde de l'extérieur. Du monde de l'extérieur, donc le monde de l'extérieur, c'est le monde qui est différent de leur. Du coup, il y a le monde moldu et le monde des sorciers. Et là, ils sont vraiment face à face. Ils vont vivre des choses ensemble. Et c'est ça qui est énorme. Oui, en soi, le livre est quand même bien comique, hein. Par la suite, bah, ils vont ramener Harry au terrier. Ils vont se retrouver avec Hermione en plus pour aller au tournoi international, le tournoi mondial, la Coupe du Monde de Quidditch. Là, on va aborder la Coupe du Monde de Quidditch. Alors, bon, petit aparté avant tout ça, je vais aborder aussi les notions qui ne sont pas dans les films, donc pour les présenter à ceux qui ont vu que les films. Mais par contre, je vais pas faire tous les points. Donc, par exemple, la salle, je vais l'évoquer un peu. S-A-L-E. Hermione m'aurait créé dessus, mais bon, bref. Je vais pas évoquer en fait tous les points que tout le monde a déjà évoqués. Je vais vous montrer d'autres choses pour que les gens qui ont vu uniquement les films et des vidéos sur YouTube puissent avoir une belle idée de qu'est-ce qui se trouve dans ce livre-là. Donc, bien sûr, là, je vais devoir aborder la Coupe du Monde de Quidditch. Donc, ça, tout le monde l'a abordé, hein, mais je pouvais pas passer à côté. Franchement, ça me tient à cœur d'en parler. La Coupe du Monde de Quidditch est gigantesque. Alors déjà, il y a des choses qu'on ne nous présente pas dans les films. Le stade, il est protégé par des sorts magiques anti-moldus. Il y a un énorme campement. Mais quand des moldus vont passer devant, il n'y a rien du tout. Rien. Il y a des péripéties bien drôles. Des personnes qui essaient de s'habiller comme des moldus, mais qui s'habillent n'importe comment. Franchement, n'importe. Si vous voulez mon avis, il y a un type qui se promène habillé avec un kilt et un poncho. Les descriptions dans le livre sont énormes. Jusqu'au moment fatidique où ils vont assister à un match officiel, international, entre la Bulgarie et l'Irlande. C'est la première approche de J.K. Rowling, vraiment avec l'action directe. C'est-à-dire que là, elle va vraiment nous montrer, nous faire vivre, nous animer à travers des mots. Les batteurs de chaque équipe se montraient sans merci. Volkov et Vulcanov en particulier agitaient violemment leurs battes sans se soucier de savoir si elles frappaient des cognards ou des joueurs. Dimitrov fonça sur Moran, qui était en possession du soif, manquant de la faire tomber de son balai.
animé à travers des mots, des scènes d'action. Tout simplement la Coupe du Monde de Quidditch retranscrite dans le livre, mais ça vaut toutes les scènes d'action que j'ai vues dans ma vie. J.K. Rowling, elle va nous permettre de comprendre donc le déroulement des matchs, que ce soit d'un point de vue visiteur, donc spectateur, et d'un point de vue joueur. Ça c'est énorme. Le point de vue joueur, elle va pouvoir évoquer les techniques qu'on trouve dans le Quidditch, donc ce qui va inspirer bien sûr Harry et ce qu'il va reproduire. Elle va évoquer aussi la brutalité du Quidditch, parce que certes les matchs qu'on a vus dans les films et précédemment évoqués dans les livres, Ascon, vous voyez, il y a des chocs, mais là vraiment il y a des gens, ils ont des liens en sang, il y a des cognards qui fusent de partout, genre, ils feraient des coups de batte et tout, les fautes ça siffle de tous les côtés, c'est un match vraiment trop bien. Du point de vue du coup du visiteur, comme je vous l'ai dit précédemment, au point de vue spectateur, elle va pouvoir nous évoquer donc comment on peut suivre tout ça en même temps, parce qu'il se passe énormément de choses sur un match de Quidditch, parce que faut regarder l'attrapeur qui repère le vif d'or, il faut essayer de scruter où est le vif d'or, faut regarder aussi les cognards comment se déroulent, les batteurs qu'est-ce qu'ils font, faut regarder les poursuiveurs à quelle place ils sont, regarder où se trouve la balle, enfin il y a plein de trucs qui se passent. Du coup les sorciers, même si c'est des sorciers, ils ont quand même un outil pour ça. Donc nous, dans notre monde, il y a les jumelles dans le monde réel, mais dans Harry Potter il y a ce qu'on appelle les multiplettes, des grosses lunettes qui permettent de voir, de remettre des passages au ralenti ou de revenir en arrière. Mais du coup, ce qui est bien expliqué dans le livre, c'est que quand tu fais ça, tu rates ce qui se passe pendant le match. Donc du coup, ça c'est hyper bien expliqué. Donc on a vraiment l'impression d'assister à un match. Et en plus de ça, tous ceux qui disent que le Quidditch, c'est quoi? C'est se passer la balle marquée jusqu'à le moment où un attrapeur va attraper le vif d'or et là c'est tout gagné. Bah non. Pour l'exemple, on va dire, si une équipe marque 160 buts et l'autre 0, mais que l'autre équipe qui a marqué 0 points attrape le vif d'or, elle a 150 points. Elle met fin au match. Mais si l'autre équipe a marqué 160 points, donc à travers le soif, ils ont gagné. Même si l'autre équipe a attrapé le vif d'or. Et là, c'est expliqué. Donc Krum attrape le vif d'or, mais l'autre équipe avait plus de points. Du coup, l'Irlande gagne la Coupe du Monde de Quidditch. Et ça, c'est magnifique parce que ça établit vraiment les règles. Dans les films, c'est un peu flou. Ils vont expliquer les règles de manière manichéenne. Là, vraiment, on a tout. On a tout. Comment le Quidditch se déroule dans tous les recoins, on voit tout. Et c'est extraordinaire. Donc, après ça, on a une petite représentation du coup de Krum. C'est un gaillard. Vous voyez quelqu'un de populaire, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de costaud. Donc, dans les films, il est montré comme costaud. Il n'est pas du tout. Mais dans les livres, alors c'est quelqu'un qui a une grâce ultime sur un balai, mais qui, franchement, dans la vie, c'est un canard. Il marche comme un canard. On se rend compte du coup que Krum, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais que sur un balai, du coup. Voilà, donc terminé sur Krum permet de faire une liaison royale, du coup, sur le prochain point. Le premier déboire humain. Donc là, le premier déboire humain de la saga, c'est maintenant. Dans le 3, on avait une approche plus profonde des personnages, donc par rapport à ce qu'ils vivent. Mais là, on a une approche plus profonde du coup, et par rapport à ce qu'ils ressentent. Là, les personnages donc sont changés. Alors donc, quand je dis déboire, je parle bien sûr d'amour, d'amitié et de doute. Donc c'est vraiment les 3 points que va relever J.K. Rowling dans ce 4e opus. On a vraiment une sensation de mal-être, mais qui est tout simplement juste une métaphore de ce qu'est l'adolescence. L'adolescence, c'est ces 3 choses. C'est ces 3 choses réunies qui forment l'adolescence. Donc, ne pas savoir où vraiment se placer, ne pas savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. J.K. Rowling va vraiment l'évoquer et le littéraliser dans ce livre-là. Et c'est extraordinaire. Franchement, super bien fait, super job. Même pour les gens qui ne le sont pas vraiment et qui se tâtent encore pour lire les livres, mais lisez-le. Franchement, c'est J.K. Rowling est un auteur, mais franchement, qui déboîte tout. Et quand je parle de déboire humain aussi, on va être dans une rhétorique identitaire, donc c'est-à-dire que le livre a beaucoup posé la question, donc qui on est vraiment, qui est vraiment cette personne, donc ça va être fait à travers le polynectar, bien sûr, donc ça va être fait à travers le polynectar, ça va être fait aussi à travers, du coup, la mise en place d'une rivalité internationale, où est vraiment ma place, et ça va être aussi mis en place, donc à travers la coupe de feu, tout simplement. Je voulais bien sûr aussi évoquer un point, comme je l'ai dit précédemment, essayer d'évoquer des points que pas tout le monde a évoqué. C'est un point qui passe hyper rapidement, c'est le cours de divination. Le
discours de divination, on l'a vu dans le 3e opus, donc que ça soit en livre ou en film, a très bien évoqué la complexité du personnage de Trelawney en 2 scènes. Donc comme Alfonso Cuarón, franchement, respect, il est trop fort ce mec. Une scène, alors on voit le professeur Trelawney, a fait n'importe quoi, genre on a vraiment l'impression qu'elle fait n'importe quoi, et dans une autre scène, on va la voir dans un état de transe, où là, elle va le dire quelque chose qui va s'avérer réel après. Donc là, on va comprendre du coup l'intensité, l'implication du personnage et sa psychologie par rapport à ses pouvoirs. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle peut te raconter n'importe quoi, mais genre, parce qu'elle a un petit air ahuri. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième partie, tu vas voir que quand elle est vraiment dans l'état, dans cette optique de prédiction, elle va vraiment dire des choses, mais que tu te rends compte après, tu te dis, mais ouais, elle a dit ça, professeur Trelawney. Harry, Ron, bon, tout le monde va devoir faire un devoir. Harry, Ron, cancres qui sont, bon, ils vont écrire n'importe quoi, des choses aléatoires. Franchement, aléatoires. Dit-il. Lundi, je vais probablement subir, voyons, des brûlures. Ça risque d'être vrai, dit Ron d'un air sombre. Lundi, on va retrouver les scrocs à pétard. Passons à mardi maintenant. Je vais perdre un objet auquel tu tiens, suggéra Harry qui feuilletait Lever le voile du futur en quête d'idées. Parfait, approuva Ron en écrivant. Ça sera à cause de Mercure, tiens. Et si tu étais trahi par quelqu'un que tu considérerais comme un ami? Ah oui, très bien, dit Harry qui écrivit à son tour. Ce sera parce que Vénus se trouvera dans ma 12e maison. De malade, donc Trelawney, donc déjà là on peut voir qu'elle a vraiment un pouvoir, donc si elle a vu la véracité de ce devoir, c'est qu'elle a un pouvoir. On peut se poser la question si Harry et Ron n'ont pas eux aussi un certain pouvoir de prédiction, une légère appréhension. Après pour eux c'est n'importe quoi, du coup pour eux ils ont juste écrit n'importe quoi, mais est-ce que inconsciemment ils n'auraient pas vraiment un petit talent pour cette matière au final? Ce qui est bien, c'est que là, du coup, on a évoqué les épreuves. Et du coup, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Des épreuves à couper le souffle. Là-dedans, on a des scènes graphiques. Ça peut paraître asymétrique à dire, hein. Bien plus graphique que dans le film. Dans le film, c'est des images, donc il n'y a rien qui peut être plus graphique que ça. Mais là-dedans, la façon, donc comme je l'ai dit, hein, J.K. Rowling a vraiment travaillé sur son talent de description. Elle le fait d'une manière extraordinaire. Les épreuves sont vraiment appréhendées de façon à ce qu'on est spectateur d'elles. La première tâche, par rapport au film, elle est différente. C'est toujours un champion qui doit aller chercher un œuf. Mais la façon dont comment ça se déroule, c'est bien parce que déjà, on a une appréhension de comment ça se déroule pour chaque personne. Ça dure vraiment plus longtemps que dans le film, alors que dans le film vraiment c'est en 3 scènes, donc après la 3e scène bien plus longue. La 3e scène c'est à partir du moment où Harry rentre dans l'arène. En 3 scènes, la première tâche est bouclée, alors que là vraiment c'est sur un bon nombre de pages, il y a vraiment un chapitre sur ça qui nous fait vivre la première tâche. Donc on vit d'abord l'épreuve des champions, donc comment ils se débarrassent du dragon, et franchement c'est hyper inventif. Tu te dis vraiment Harry il va rien pouvoir faire par rapport à ça, parce que Harry il connaît rien par rapport à ce qu'eux ils ont fait. Surtout que Sirius devait l'aider, mais il a été coupé quand il parle dans la cheminée. Ça c'est fait aussi dans le film, mais dans le film malheureusement Sirius a une place aussi grosse que ça. On ne l'en veut pas parce que en soi dans le livre là, Sirius il a un rôle à jouer, mais c'est pas un rôle vraiment primordial. On pouvait du coup pour un film éventuellement le mettre sur le côté, même si je dis ça me fait mal de me dire ça. Ils ont tous des connaissances, un talent, ou ils ont tous quelque chose pour eux. Ils ont tous des compétences propres à eux-mêmes. Harry du coup lui a aussi sa compétence propre. Du coup pour faire liaison à la Coupe du Monde de Quidditch, il va utiliser des techniques qu'il a vues quand J.K. Rowling elle explique le match. C'est trop bien fait. Tu vis, t'as l'impression vraiment d'être dans un manège en fait, dans un manège infernal. Concernant la deuxième tâche, elle, on a une approche d'elle un peu plus basique, on va dire. Simplement, durant sa séquence de tâches elle-même va être plutôt similaire que dans le film, donc même elle est bien faite dans le film parce que elle est un peu plus longue et bien plus visuelle du coup cette fois-ci. Parce qu'en soi, dans le livre, il n'y avait pas grand-chose à raconter de plus. Mais il y avait des points quand même à évoquer. C'est pré-tâche du coup. Et là, Harry Potter galère, donc on va vivre vraiment tous les moments où on va aller chercher dans les livres, dans les moments où il va demander à tout le monde. Jusqu'au moment où, la veille
du coup de la seconde tâche, il va aller à la bibliothèque. Il trouvait un énorme livre qui... Il se dit c'est sûr la réponse est dedans. Il va lire, bam il s'endort. Il se réveille à peine avant la première tâche. Et là vraiment c'est l'oubliette. Et là d'un coup Dobby va lui apporter la branchiflore. Dobby bien sûr est impliqué et il y a tout un espace du coup pour les elfes dans ce livre là. Pas du tout dans les films. Alors les elfes dans les films ils ont été oubliés. Mais bon ça malheureusement on peut rien y faire parce que c'est quand même une intrigue secondaire, même si elle permet vraiment d'impliquer les personnages, des choses qui permettent tout simplement de faire grandir la personnalité des personnages, mais bon comme je l'ai dit précédemment c'est secondaire et éventuellement même des fois tertiaire. Ils ont quand même un rôle à jouer à la fin. Là bien sûr les elfes ont une place, donc ça je vais pas l'évoquer parce que tout le monde en a déjà parlé. Winky, Dobby, place des elfes dans les cuisines, je rappelle vite fait, mais le fait que Winky est alcoolique, sa vision différente et totalement différente vraiment de la liberté des elfes. On voit aussi, on a une approche aussi avec plein d'autres elfes, on voit vraiment donc comment se passe leur esclavagisme. Bon, je pèse pas ce mot-là parce que ils acceptent de faire ça, donc c'est pas vraiment de l'esclavagisme. Mais bon, ça s'apparente bien plus à ça quand même. Bon, après avoir offert de magnifiques chaussettes dépareillées à Dobby, Harry Potter va subir la troisième tâche. Donc la troisième tâche qui, elle, vraiment est hyper angoissante dans ce livre. C'est un truc de malade, genre vraiment on marche à travers les lignes, à travers les mots. On est vraiment dans un labyrinthe de mots, de tensions. C'est dingue comme c'est... Alors le soin aux créatures magiques dans ce livre-là a une importance. Alors les scouts à pétard, des machins, je les avais vus dans le jeu vidéo donc en 2005. Donc il y avait les scouts à pétard. Ils étaient dégueulasses, mais pourtant il y en a dans la troisième tâche. Donc ça y est pas dans le film bien sûr parce que ça n'a pas été introduit par le soin aux créatures magiques. Donc toute la relation avec Hagrid. Ils sont bien là, ils sont bel et bien là. Il y a bien sûr l'énigme. Le sphinx s'assit sur ses pattes de derrière au milieu du chemin et récita ces vers. D'abord, pense au premier de ce qu'il faut apprendre. Lorsqu'on ne sait rien à l'âge le plus tendre. Ensuite, dis-moi ce que fait par naissance celui qui au palais a élu résidence. Enfin, pour découvrir la dernière donnée, il suffit de l'apprendre à la fin de l'année. Tu connaîtras ainsi la créature immonde que tu n'embrasserais vraiment pour rien au monde. Donc parallèlement à ça, on a bien sûr du coup l'araignée, donc la réponse à l'araignée. On a une énorme araignée géante qui va vraiment péter la cheville à Harry. Donc Harry va vraiment être vraiment mal en point dans cette tâche. Harry va vraiment subir corporellement parlant. Et là, on a un des meilleurs moments de toute la saga en livre, cette description ultime du face à face entre Diggory et Harry. Donc ce face-à-face interne à Poudlard. Déjà, il y avait une certaine rivalité entre Harry Potter et Cédric, dans le sens de Harry vers Cédric. Cho sortait avec Cédric Diggory, donc là, encore les déboires amoureux. Et Harry Potter était clairement jaloux. Même si Cédric, lui, il n'avait jamais eu de réelle antipathie envers Harry, et bien au contraire, il était plutôt empathique envers lui. Du fait que ce soit aussi un rival dans le Quidditch, parce que c'est l'attrapeur de Poufsouffle. Du fait que il soit plus âgé que lui et que ce soit aussi son rival dans le tournoi. Il y a plein de choses qui font qu'ils sont rivaux. Aussi Harry va avoir aussi sa psychologie qui va se développer de plus en plus. Donc Harry Potter en soi c'est quelqu'un qui a vu ses parents mourir en étant bébé. Donc là-haut normalement ça devrait pas tourner très rond, mais au final tout se passe bien. Je vous spoil mais tout se passe bien. Même s'il y a vraiment des moments qui jouent avec cette infinité. Comment Harry Potter va tourner, est-ce qu'il va mal tourner, est-ce qu'il va bien tourner, ça s'évoquait dès le premier film. Hein. Hagrid le dit à Harry, certains sorciers tournent mal et du coup dans cette saga il y a vraiment ce point là qui va être ambigu. Hein. Et du coup il y a ça aussi qui rentre en compte. Donc Harry il va être en mode parce qu'il l'a aidé pour la première tâche. Mais Cédric il lui avait pas donné un vrai retour parce qu'il était... À Cédric en fait il pensait qu'il lui mentait. Il pensait qu'il lui racontait des sottises. Même si d'un côté il était aussi apeuré Cédric. Mais
voilà, il va pas vraiment le remercier. Et Harry Potter, lui, il va avoir ça sur la conscience, il va être en mode purée, mais il m'a pas remercié et tout ça. Et tout ça qui rentre en jeu, du coup, cette tension là finale de ce face à face Poudlard, donc qui va être le champion de Poudlard, parce que là déjà c'est Poudlard qui est en champion, ça on le sait, parce que tous les autres, alors Krum lui est totalement ensorcelé, donc laisse tomber. Fleur, bah elle a été éliminée malheureusement parce qu'elle est pas assez forte. Et là il y a vraiment face à face finale, et quand je vous dis que Cédric il est établi comme quelqu'un qui est élancé, quelqu'un qui est athlétique, quelqu'un qui est grand, tu te dis mais c'est refumé Harry. Surtout que Harry Potter a la jambe qui est endommagée. Harry Potter s'est fait foncer dessus par l'énorme araignée. Mais Harry Potter, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a une force d'esprit, la force morale, il le dit même près des Georges, le champion de la force morale. Et lui il va tout donner parce qu'il s'imaginait déjà, il s'est déjà visualisé en train de tenir la coupe Harry. Ce qui va faire qu'on va avoir un face à face ultime final trop bon. À ce moment là Harry Potter va avoir encore cette fois-ci cet aspect de choix, donc à quel moment Harry Potter va mal tourner ou bien tourner. Il va aider Cédric, et Cédric à partir de ce moment là, bah, on va voir vraiment sa loyauté, donc c'est un pouf-souffle, quelqu'un d'hyper loyal. Il va lui dire tu m'as sauvé, prends-le. Et Harry Potter, Gryffondor, courageux, il va lui dire ensemble. Soit ils se sont aidés mutuellement. Il a aidé de Krum, mais Harry, lui, il a aidé de la mort. Donc bon, ici, là-dedans, les tâches resplendissent vraiment. Les tâches resplendissent vraiment là-dedans. Bon, on a déjà approché de la fin, du coup, de la fin du livre, la fin de la vidéo, la fin de mes analyses récitales, de mes histoires de malade de Potterhead, mais bon, j'adore. Donc, je voulais évoquer un chapitre, donc chapitre 28. Alors ce chapitre est effectivement établi en film, et alors il dure une demi-scène. C'est la mort de Monsieur Crompton. Donc comment elle se déroule? Dans le livre, c'est extraordinaire. Donc Krum va prendre Harry à part, va lui demander donc s'il se passe quelque chose avec Hermione, parce que bien sûr, dans l'intrigue secondaire de ce livre-là, il y a Rita Skeeter, et Rita Skeeter qui fout le bazar partout où elle passe. Suite à l'article de Rita Skeeter concernant l'amour, un entre guillemets, amour entre Harry et Hermione, Krum va être pris de court. Il va prendre Harry à part. Donc là, un approfondissement du personnage de Krum. Donc on voit Krum vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de splendide. Emballé, il a tout pour lui. Sur Terre, il a un peu moins tout, mais bon. C'est quand même Krum, c'est quand même Viktor Krum, l'attrapeur de l'équipe nationale de Bulgarie, donc c'est pas rien. On va approfondir ce personnage, donc c'est quelqu'un qui doute pas totalement confiance en lui, on le voit totalement hein, dans ce passage-là, c'est ça qui est bon aussi. Il va demander à Harry Potter, donc s'il se passe vraiment quelque chose entre Hermione et Harry. Harry Potter va lui répondre que bien sûr que non. Il l'emmène un peu vers la forêt interdite hein, pour parler de ça. Et là en même temps il y a une sorte d'épée de Damoclès qui se pose sur eux, parce que tu dis est-ce que Krum il va vouloir le mettre un sort ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est un traquenard? Donc là au final on se rend compte que Krum n'a vraiment pas confiance en lui, que Harry Potter lui il se dit à ce moment là qu'il est en face de Viktor Krum, et que Viktor Krum, quelqu'un qui a 18 ans, va le prendre comme son égal, alors que Harry Potter c'est quelqu'un qui a 14 ans, qui est même pas censé faire partie du tournoi des 3 sorciers, attrapeur dans une équipe scolaire tout simplement. Il va face à face. Potter va vraiment lui à ce moment là se sentir un peu poussé des ailes, il va se dire waouh et tout. La discussion se termine, et là il voit une ombre alors, derrière un arbre. Donc, Harry lui va voir, donc il est un peu plus avancé que Krum hein, bien sûr. Il voit Monsieur Crompton, donc un Monsieur Crompton un peu fêlé, qui va faire n'importe quoi, il va lui dire n'importe quoi. Krum lui est derrière à l'écart, il va rien faire du tout. Donc Harry va porter secours à Monsieur Crompton, qui le voit qu'il est dans la détresse. Donc, il parle à Krum, il dit mais aide-moi et tout, enfin apporte-moi de lait, tu vois. Et Krum il va rien faire. Donc tu te rends compte que vraiment le personnage de Krum c'est comme si on imaginait un dragon, mais un dragon qui sait ni cracher des flammes ni voler. Il va dire à Krum du coup de rester avec lui, parce que Krum il est un peu sous le choc quand même, il sait pas où se mettre. Du coup il va lui dire de rester avec Monsieur Crompton. Harry Potter va courir foncer chercher Dumbledore, et là il va se passer des trucs, une péripétie de malade. Donc on va revenir avec Dumbledore bien sûr hein. Mais à ce moment là du coup Crompton aura disparu, et Krum sera sur place mais stupéfixé. Harry Potter 4, c'est l'épisode qui tourne vers le dark. Donc le 3, il y avait encore cet aspect féerique, émotionnellement parlant, ou même dans ces scènes, qu'est-ce qu'il propose? Donc il y a des morts, il y a de la violence qu'on peut considérer comme gratuite, mais qui a un but, hein, bien sûr. Il y a pas mal de... Donc là, pour terminer
terminé, on va bien sûr passer sur le retour de Voldemort, donc un retour bien plus grandiose, le retour du Seigneur des Ténèbres. Donc rituel pour le faire ressusciter est exactement le même, similaire, donc ça c'est top. Par contre, alors les partisans ici sont vraiment présentés et c'est vraiment la marque des ténèbres qui brûle leurs bras, qui les oblige à venir. Même s'ils voulaient pas venir, ils étaient contraints à venir parce que la marque fait mal, la marque des ténèbres. Donc quand elle est invoquée, quand elle est titillée la marque, les personnes qui l'ont sur le bras sont contraints à aller rejoindre l'endroit où on les appelle. Ils sont marqués intérieurement. Donc il y a une présentation des partisans de Voldemort, bien qu'ils sont bien plus nombreux que dans le film. Donc on voit le père de Malfoy bien évidemment, mais on voit aussi le père de Goyle et de Crabbe. Ça c'est ouf. Franchement ils ont pu faire référence à ça, on en voit plein d'autres bien sûr. Là pendant tout ce récit là on a étudié les sortilèges impardonnables. Donc les sortilèges impardonnables, je les rappelle au cas où, hein. Impero, Andoloris ou Crocshaw en anglais, Avada Kedavra. Là du coup Voldemort va faire utilisation de ces sorts pour de vrai. Maugret par contre il les utilisait sur eux aussi, mais bon, c'était léger, vous voyez ce que je veux dire. D'Impero, auquel Harry va résister, donc il avait déjà résisté au sortilège d'Impero dans le cours de Maugret, mais là il va le résister face à Voldemort et c'est ouf. Une histoire sombre, un récit plein d'action, un agrandissement mais total de l'écriture de J.K. Rowling. Mais c'est surtout le 4e épisode de notre saga préférée. 4e épisode qui arrive à vraiment atteindre des sommets. Donc vraiment là on attend des sommets dans toutes ces étapes. Voilà mes Potterheads, je suis ravi de vous avoir évoqué le 4e épisode. On se retrouve bientôt, donc pour le prochain épisode ça sera un hors-série. Et après, je vais vous faire un concours divin. Mais par contre, vous allez me rapporter max abonnés parce que je vais pas débloquer le concours avant longtemps. Je vais vous présenter, ça sera quoi les lots. Et vous allez voir quand vous allez voir les lots. Vous êtes en mode, oh, meilleur youtubeur de l'époque. Je rigole, hein. Mais en vrai, quand vous allez voir les lots, vous allez péter un câble. Voilà, mes Potterheads, à très bientôt.